découvert le métier d'agent immobilier qui m'était complètement inconnu jusque-là. J'allais même voir des personnes, je disais moi je travaille pendant 2-3 mois si vous voulez, gratuitement. Pour découvrir le métier, et si je fais l'affaire, on y va quoi. J'ai découvert que finalement c'était un métier où je me dis j'ai pas de patron, je travaille autour de chez moi. Si je bosse, j'ai des résultats. Si je bosse pas, je m'en prends à moi-même. Et moi ça me convenait parfaitement. Je dis mais super quoi. C'est un métier qui est pas tendre tout le temps, mais en même temps bon, pas plus dur que d'autres métiers. Je suis pas dans une mine de cobalt. Exactement. Les gens ils regardent un petit peu trop leur nombril des fois. Ils sont là c'est dur et tout ainsi de suite. Attends. Il y a plus dur. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Icônes de l'immobilier, le podcast qui retrace les histoires inspirantes des conseillers immobiliers, des agents immobiliers. Aujourd'hui, je suis encore une fois, évidemment, toujours avec mon inséparable épouse Céline. Bonjour à tous. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quand même un conseiller immobilier un peu particulier, un très très bon manager, quelqu'un où je vais avoir vraiment plaisir à vous présenter parce qu'il est quand même assez atypique dans sa manière notamment de manager ses équipes. On va en parler. Je vous présente Romain. Salut Romain. Salut Julien, salut Céline. Salut Romain, bienvenue. Ça fait super plaisir de t'avoir avec nous. On a sympathisé avec Romain il y a quelques mois et j'étais très content de voir. Il m'a fait découvrir un petit peu son univers, son réseau, son organisation. Et on va mettre un petit peu l'accent là-dessus dans cet épisode parce qu'on parle souvent beaucoup de production mais peu de management. Et je trouve que Romain, c'est super intéressant de t'avoir avec nous sur cette partie-là parce que vraiment, tu fais des choses que j'ai trouvées vraiment très pertinentes et que j'ai rarement vues. Donc vraiment, ça va être un épisode, je pense, riche pour beaucoup de personnes. Le teaser. Ouais, là, J'ai bien teasé, hein, t'as vu? Du coup, tu mets une pression de dingue. Hein, non, je vais vous laisser. Non, ça va le faire. Ça va être très bien. Ça va bien se passer. Bon, avant ça, j'aimerais bien quand même que tu te présentes déjà dans un premier temps, que tu nous expliques un peu qui tu es, d'où tu viens, où tu bosses. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'introduction. Moi, c'est Romain Bézina. De toute façon, ça va être écrit dans le titre. Ça va être description, titre, ça sera marqué de partout. Donc là, jusque-là, tout va bien. Alors moi, je suis sur la région de Fontainebleau. C'est la ville de Fontainebleau, même c'est dans le sud de la Seine-et-Marne. J'habite là-bas depuis tout petit. J'ai habité aussi à Paris pour les études. Et après, j'habitais en Angleterre. Et puis finalement, je suis revenu à la source. Donc voilà, et puis j'exerce depuis plus de 8 ans maintenant sur mon secteur. Super, tu commences à avoir une bonne petite expérience. 8 ans, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est court et en même temps, c'est assez long parce que même là, encore récemment, je repensais à mes tout débuts et en fait, je me dis, ah ouais, mais j'ai oublié que je faisais tout ça. Les échecs qu'on a été au début, ça me paraît tellement lointain et en même temps, je me dis, c'est que 8 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Donc c'est... Il y a une sensation un peu bizarre comme ça. Un peu bizarre, ouais, exactement. Ouais. Je comprends tout à fait. Et tu faisais quoi avant de faire de l'IMO alors ? Alors moi, j'étais dans la production audiovisuelle. Je faisais des clips et de la pub, donc rien à voir. J'ai démarré, j'avais fait une école de cinéma. Après, je suis rentré en boîte de production. Et là, c'était gestion de projet, organiser les tournages, la post-production, ainsi de suite. Donc un métier... c'est hyper intense, c'était passionnant, j'aimais beaucoup ce métier-là. Par contre, je ne voyais pas trop la vie de famille avec ce métier-là. Je dis, je vais devoir beaucoup bouger, c'est très prenant, c'est beaucoup de stress. Et du coup, il y a un moment donné, je me suis posé la question de changer de métier. Voilà. Ok. Tu avais déjà une petite famille au moment de changer de métier ou tu étais célibataire ? Non, alors j'avais ma compagne que j'ai rencontrée en rentrant d'Angleterre. Normalement, je devais retourner... vivre en Angleterre et finalement j'ai rencontré ma compagne et puis on a décidé de rester en France pour être proche de nos parents. Et voilà, donc après on a habité ensemble à Paris pour les études et à un moment donné Paris pour les études, moi ça me convenait, mais par contre pour y habiter pas du tout, c'est pas du tout mon... Les Parisiens qui nous écoutent, vous avez vraiment du courage. Hein. On est là quelques temps là, à Paris, franchement. Pluie, froid, c'est pas évident. Il y a du monde. C'est pas évident. Si vous voulez passer des vacances à Dubaï, venez, on vous accueille. Ou à Fontainebleau. Pourquoi pas. Il n'a pas perdu le nord. C'est la même météo, ceci dit. On n'a pas de gain en météo, par contre, on a plus d'espace. C'est plus vert peut-être. C'est plus vert, on est en forêt, il n'y a pas une urbanisation de dingue. Voilà. Donc c'est assez agréable. Ouais. Ok, super. Donc je comprends mieux ton appétence pour la com de par ton passé aussi. Exactement, ouais. C'est parce que je
je suis pas artiste, mais j'aime bien tout ce qui est... j'ai fait de la réalisation, je fais de la musique, donc tout ça, ça me parle. J'ai l'esprit créatif. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était important pour moi de... Je l'ai pas fait au début de ma carrière dans l'immobilier parce que finalement, par mimétisme, j'ai reproduit ce que les autres faisaient. Je me dis, c'est de l'immobilier, c'est comme ça. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à faire ce qui me plaisait, à trouver mon style. Et puis, comme j'ai vite compris qu'il fallait quand même essayer d'être la vache violette dans le champ de vache et ressortir un petit peu du lot, je me suis dit, c'est un avantage que j'ai. Donc, il faut vraiment que je l'utilise et que je m'en serve de ça. Ok. On voit que tu lis pas mal alors. Ouais, on a la ref. Je vois que j'ai la ref. Donc, tu lis pas mal. La vache violette. Non, je lis. Ah ouais? Ah non, tu disais ça comme ça? Non, je suis un très mauvais lecteur. Ah d'accord, je pensais. Parce que c'est une référence au livre de Seth Godin, Godin, je sais pas comment le dire. Chacun. Mais c'est un livre qui s'appelle La vache pourpre. Ouais. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Et Non. ce livre-là parle justement exactement du sujet dont tu parles, c'est-à-dire la différenciation, la démarcation, pardon. Ouais. Non, je lis pas beaucoup. C'est un truc que j'essaye de me forcer à lire depuis quelques mois. Bon, je lis un petit peu quand même, mais on va dire que j'ai l'esprit trop dissipé pour réussir à me poser, à se concentrer, réellement et à comprendre ce que je lis. Ouais. Mais par contre, je suis très curieux, je me forme beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos. Et forcément, dans ces vidéos-là, et tout ce qui est développement personnel, alors développement personnel, c'est large, tout et n'importe quoi, mais en tout cas, de ce que j'ai pu en ressortir, c'est des expressions que j'ai pu attraper au vol. Et voilà, je suis assez curieux de base. Et par contre, j'écoute beaucoup de trucs audio et de podcasts. Dans ta voiture, c'est ça? C'est bien. Dans ma podcast et quand j'ai des insomnies. Ah ouais, d'accord. Je dors pas beaucoup et du coup, la nuit, j'écoute les trucs et puis voilà, comme ça nourrit Ça l'esprit. travaille. Puis le lendemain, Ça continue. Tu n'arrêtes pas, en fait. Je n'arrête pas, ouais. Ok, donc tu es plutôt du genre à lire 10 pages d'un bouquin et puis de les relire une semaine après et de les relire encore après. C'est ça, un bouquin, il faut que je le lise 2 fois. D'ailleurs, j'ai commencé le vôtre, super. que j'ai acheté. Que j'ai quasiment fini. Il doit me rester 50 pages. Mais il va falloir que je le relise. On est flattés parce que il va falloir le relire. Merci beaucoup. Mais je vais le relire parce que j'en ai lu cette année. J'essaie de me donner un bouquin par trimestre. C'est pas beaucoup. Il y en a, ils arrivent à lire un livre par semaine. Mais je me suis mis des choses... Mais tu as tout à fait raison, tu as aussi plein de choses à faire aussi à côté, donc c'est pas... Après, l'objectif, c'est pas de lire des livres pour lire des livres. Je sais que tu agis beaucoup dans l'année, donc l'objectif, c'est d'aller chercher la connaissance utile et qu'on va actionner de suite. Exactement. C'est pas de devenir un rat de bibliothèque. Exactement. C'est clair. Voilà. Bon, alors du coup, par rapport juste à ton secteur, après on pourra passer sur les autres questions, mais au niveau de ton secteur, un prix mètre carré, qu'est-ce que tu vends le plus? Quelle est ta cible? Alors moi, j'ai surtout voulu m'axer sur les maisons. D'accord. C'est vrai que même j'ai fait des appartements, mais ça me plaît moins, tout simplement. Alors, il y a appartement et appartement. Je suis pas dans Fontainebleau même, pardon. Je suis dans un petit village à côté, celui que j'habite, Thomery. Et du coup, c'est beaucoup de maisons finalement, et j'ai vraiment voulu axer là-dessus. Alors, avant les histoires de Covid, de hausse des prix, ainsi de suite, on va dire, quand on arrivait à identifier des prix au mètre carré, à peu près, la moyenne, c'était 2600 €. Après, il y avait du en dessous et du bien au-dessus. Là, on a eu des prix à un moment donné, il y avait de tout et n'importe quoi. Donc, de retrouver une base, c'était très compliqué. Je pense qu'on est revenu vers entre 3000, 3200. Et encore, j'ai l'impression qu'on va repasser un tout petit peu sous la barre des 3000 quand même. Ok. Alors, comment on passe de l'audiovisuel à l'immobilier? Ouais, alors ça, c'est une bonne question. Moi, en fait, c'est vrai que quand je commençais à sentir que le vent allait tourner pour moi, en tout cas, que l'audiovisuel, je n'y voyais plus d'avenir par rapport à ce que je souhaitais de ma vie personnelle. Ça a été le point de départ, en fait, parce que je faisais des allers-retours à Paris, des horaires pas possibles. Les week-ends, j'en avais très peu. Et je me dis, ça ne marchera pas. Voilà. J'aime bien être avec ma compagne le soir, avec qui je suis très soudé. Je voulais après avoir des enfants et puis en profiter, pas juste les faire pour dire que j'en avais et cocher une case. Donc en fait, on s'est dit, déjà, on va pas habiter sur Paris parce que pas envie de mettre, je sais pas combien de millions dans un appartement à Paris. Je voulais avoir une maison, du terrain. Du coup, on est revenu à la source. On a cherché à Fontainebleau. Et en visitant des maisons,
c'est là que ça a commencé à faire tilt. Alors, j'étais quand même dans une période, en même temps du déménagement, où j'anticipais un petit peu le fait que j'allais changer de profession. Ok. Et du coup, je posais des questions à tous mes amis. Et tes parents, ils font quoi? Et toi, tu fais quoi? Et ça se passe comment? Et ainsi de suite, T'étais pour essayer vraiment de dans me dire- une démarche. Pour essayer d'avoir un déclic. En fait, je titillais un petit peu tout ce qu'il y avait autour de moi pour avoir le déclic. Et en fait, bon, voilà, il y a des choses, bon, il faut des diplômes, donc il y a des choses que j'ai dû écarter, parce que j'ai fait une école d'audiovisuel, mais sur le marché du travail, les gens ne comprennent pas, ils imaginent qu'on fait juste du cinéma avec des stars, alors que c'est beau, il y a plein de métiers là-dedans. C'est clair. Et voilà, donc en fait, en visitant les maisons, j'ai découvert le métier d'agent immobilier qui m'était complètement inconnu jusque-là. Et là, j'ai commencé à me dire, il y a eu un petit truc qui s'est passé. Je dis, ça, c'est sympa ça en fait. Puis je pourrais bosser sur mon secteur, je ne ferais pas les allers-retours à Paris, ainsi de suite. Donc j'ai fait le tour des agences de mon secteur. Alors moi qui peine des fois à trouver des collaborateurs, là, je comprenais pas. Et eux aussi, les agences, c'est pas tout le temps facile de recruter. J'ai envoyé, je sais pas, une quinzaine de CV aux agences locales. J'ai pas eu une réponse. Incroyable. Après, je savais pas comment aborder la chose dans l'audiovisuel. J'y suis allé vraiment au culot pour avoir mes premiers postes et monter en grade. Parce que c'est pas un truc qui marche trop au CV, l'audiovisuel. Finalement, faut se faire des contacts. Enfin, c'est pas être pistonné, mais c'est rentrer par la petite porte, faire ses preuves, être amené sur autre chose ou quoi, et parce qu'en fait, on n'a pas droit à l'erreur dans ce métier-là. Et bref, et du coup, j'ai pas eu de piste sur mon secteur. Je dis, bon, allez, je vais aller au Salon de l'Emploi à Paris. Et je suis allé avec des vrais CV, des faux CV, des CV pour Paris, des CV pour Fontainebleau, parce que je me dis, si je trouve pas à Fontainebleau, il va bien falloir que je travaille quand même. Et du coup, j'ai testé des trucs, ça ne collait pas. J'allais même voir des personnes, je disais, moi je travaille pendant 2-3 mois si vous voulez, gratuitement, Pour découvrir le métier, et si je fais l'affaire, après on y va, quoi. On bosse, si je suis votre homme de main, quoi, et on y va. Les gens ils me regardent avec des, oui mais c'est quoi vos hobbies? D'accord, vous faites de la musique et tout, de l'escrime, bon, en fait c'est CV, quoi. Et je me suis rendu sur 3 stands immobiliers, je me souviens, il y avait Century 21, Leggett Immobilier, qui est un réseau plus ou moins axé anglo-saxon, il me semble. J'ai fait l'entretien en anglais, d'ailleurs. Ouais, je crois qu'on a... Ouais. Leggett Immobilier. Et il y avait IAD, donc un réseau qui est connu en France maintenant. Et moi, j'avais acheté ma maison avec IAD, avec la personne qui m'avait vendu la maison chez IAD était excellente, parce que j'ai vraiment eu des très mauvais aussi en visite. J'ai eu les deux. J'ai eu les mauvais, les moyens... Et les très bons. Et très bon, et j'ai acheté donc, ma maison avec quelqu'un. Ouais, j'ai eu les 3, pardon. Ouais. Et du coup, j'ai acheté ma maison avec quelqu'un de très très bien, quoi. D'ailleurs, je l'ai vu avant-hier, on a fait une estimation ensemble pour une succession. Super. Donc, m'a rappelé, on s'entend toujours très bien. Et voilà, donc je suis tombé sur le stand d'IAD, je connaissais pas du tout les réseaux. Moi, c'était Century 21 et Orpi ou ERA, quoi. Je connaissais rien d'autre, les gros, quoi. Et voilà, quand j'ai découvert que finalement, c'était un métier où je me suis dit, j'ai pas de patron, je travaille autour de chez moi. Si je bosse, j'ai nos limites. Ouais, c'est nos limites, j'ai des résultats. Si je bosse pas, j'ai qu'à m'en prendre, je m'en prends à moi-même. Ouais. Comme souvent, les gens sont là, mon patron, il est con, mon patron, il m'augmente pas et tout, ainsi de suite. Je dis, là, s'il y en a un à qui je devrais reprocher des choses, ça sera moi-même. Et c'est moi le patron, c'est moi qui pilote. Et moi, ça me convenait parfaitement. Je dis, mais super, quoi. Ouais, c'est cette forme de responsabilisation personnelle. Ouais. C'est pas évident, pourtant, quand on vient du salariat, de dire ça, justement. Alors, je n'étais pas vraiment dans le salariat, dans l'audiovisuel, en plus. Ah, d'accord. C'était déjà... J'avais un contrat de base, mais après, c'était en fonction si on gagnait des projets ou pas. C'est un peu, tu fais des heures sup, on ne les compte pas forcément tout le temps. C'est un peu... T'as un projet, il faut le faire, quoi. Parce que souvent, les gens qui arrivent dans l'immobilier, c'est pour tous les avantages que ça peut offrir sur la vie personnelle. Mais peu de gens se disent, moi, ça me plaît parce que, du coup, je vais pouvoir... gérer mes revenus et me reprocher à moi-même si jamais ça marche pas. Moi, il y avait cet aspect-là, mais il y avait aussi la gestion du temps qui était importante. C'était de me dire, j'ai pas de trajet, je démarre quand je veux démarrer, je termine quand j'ai envie de terminer, si évidemment le travail a été fait. Et ça a été le top départ. Et après, je dis, je démarre. Et puis j'ai un profil autodidacte. De base, je me débrouille assez bien. Si je m'intéresse à un truc, je vais chercher, je vais fouiner, je vais pas attendre que quelqu'un
m'explique quoi faire. Bon, même si on a tous besoin d'être guidés, je pense que d'ailleurs, dans ce métier-là, l'immobilier n'est pas... il y en a, ils trouvent ça dur. Non, enfin, c'est pas facile, mais le plus dur, c'est d'être à son compte. Oui, c'est ça. Et d'y aller, quoi. Se mettre en action. Et d'y aller, en fait, de se créer un lien de subordination avec soi-même, quoi. Exactement. C'est ça le plus difficile. Et de passer à l'action. D'être entrepreneur. Exactement. Comme je le dis toujours, il y a beaucoup de freelance dans l'immobilier, mais il y a peu d'entrepreneurs. Ouais. C'est-à-dire, on quitte le monde du salariat, on est freelance, on n'a pas de filet de sécurité. Pour autant, un freelance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste délivrer une prestation de service. Versus un entrepreneur, lui, il va vraiment investir sur lui-même pour faire progresser son chiffre d'affaires et aller bien au-delà de juste la prestation délivrée. Exactement. C'est ça. Mais c'est un état d'esprit dans lequel on se met, où finalement on se dit, on vient chercher de l'indépendance. Il y en a, ils viennent chercher cette indépendance. Enfin, en tout cas, il y en a, ils cherchent toujours, ils vont chercher longtemps, peut-être. Et en fait, il faut leur rappeler de se former, il faut leur rappeler d'investir, il faut leur rappeler que finalement, il ne faut pas s'étonner quand des propriétaires vont dire que les honoraires peuvent être élevés, mais quand on regarde les services finalement qui sont fournis, mais c'est tout à fait normal que des propriétaires pensent ça. C'est encore été le sujet d'une formation que j'ai animée hier sur l'exclusivité, où des fois il y en a qui pinaillent pour un outil à 10 € par mois, alors que par contre ils comprennent pas. Le vendeur, il n'a pas voulu me donner sa maison et me donner 15-20 000 € d'honoraires. Bah oui, mais bon... Exactement. Ouais, t'as tout à fait raison. Il y a des personnes en face de toi, mon coco, qui prennent les mêmes honoraires que toi et qui font 4 fois plus. Donc, et puis c'est une question d'état d'esprit aussi. Comment arriver à se valoriser face à un propriétaire si soi-même, on ne construit pas sa propre richesse personnelle? C'est ça, exactement. Et est-ce que tu penses qu'une partie de ta réussite vient surtout, parce que dans ce que tu me dis là, on ne me le dit pas souvent en réalité, ce côté vraiment responsabilisation, de dire ok, ça dépend de moi, je prends sur moi. Est-ce que tu penses que c'est peut-être le facteur psychologique qui, toi, t'a permis de réussir dans ce métier? Ouais, j'en suis même persuadé, en fait. C'est que... Alors, évidemment, il y a des trucs en extérieur. Le réseau, ça compte. Les outils qu'on peut avoir, l'écosystème dans lequel on travaille, c'est important. Mais c'est une partie. Si on est très bon, qu'on n'a pas les bons outils, qu'on n'a pas le bon écosystème, ça nous ralentit. Mais si on est nul, qu'on a tous les meilleurs outils, ça ne donne pas de résultat. D'avoir les deux, c'est encore mieux. Mais effectivement, de pouvoir se responsabiliser, de pouvoir planifier des actions, s'y tenir, être curieux aussi. Moi, le nombre de fois que j'ai des personnes dans les personnes que j'ai accompagnées, ou même d'équipes d'amis... parce que ça fait 8 ans maintenant, tu en as vu du monde. Ouais. Et puis pas que les miens, mais... oui, ceux des équipes aux alentours. Des réunions, des événements, on entend toutes sortes de discours, des discours très motivants et des trucs qui te plombent. On en parlait tout à l'heure. Tu te dis, bon, il y en a, c'est pas gagné. Mais oui, effectivement, c'est toujours ce... Moi, j'ai toujours été très curieux. Et je suis persuadé de se dire, mais j'ai tout de suite vu que c'est un métier avec beaucoup de concurrence. Je me suis dit, mais je peux pas faire le basico-basique, je peux pas me le permettre. Et du coup, ça, c'est monter en compétence, c'est améliorer ses services, muscler son jeu, tout simplement. Et c'est ça où j'ai perdu le fil, c'est que le nombre de fois dans mes équipes, on me dit « Ouais, mais toi, Romain, tu sais faire ça », et ainsi de suite. Je dis « Ouais, mais attendez, mais je vous branche sur mon logiciel juste une semaine. Vous allez voir quand j'ouvre les yeux, ce à quoi je pense. » Comment je suis derrière mon ordinateur, ce que je fais, ce que je lis, ce que je regarde, l'obsession que je peux avoir sur le fait d'être en recherche permanente. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, en fait, on a souvent deux types de profils. On a vraiment ceux qui sont en attente. Et qui vont avoir tendance peut-être à te poser des questions. Comment tu ferais ci, comment tu ferais ça, de quelle manière faire ci, etc. Et donc, ils attendent que toi, tu leur donnes la réponse. Après, c'est bien d'aller chercher de l'aide aussi, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Aller chercher de l'aide et appliquer ce qu'on va te dire. Pour moi, c'est ça la différence. Mais moi, je trouve que parfois, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai quand même beaucoup de mal, quoi. Avant d'aller poser des questions, je vais chercher, en fait. Je vais quand même chercher par moi-même. Ça peut me prendre 20 minutes. Bon, au bout d'un moment de 20 minutes, j'ai pas trouvé. Ok, je vais aller vraiment chercher l'info. Je l'ai pas. Mais je suis incapable d'aller voir quelqu'un et me dire comment on peut faire ci, comment faire ça.
J'arrive pas en fait, et je peux pas attendre de quelqu'un. Et ça, c'est difficile d'ailleurs très souvent quand on a ce statut, par exemple, de manager, parce que très souvent on a l'impression qu'on est un peu là en mode, je vais vous aider sur tous les petits trucs, des fois même des choses infimes, sur un logiciel ou un truc, et tu dis mais ne me dérange pas pour ça, cherche la réponse. Oui, il y a des choses très simples. Après, moi, je trouve quand même que aller solliciter de l'aide quand on rentre dans un réseau, qu'on se fait accompagner un réseau ou par des coachs indépendants comme nous, c'est bien d'aller chercher de l'aide. Par contre, ce qui est problématique, c'est le oui mais. Oui. Tu vois, le fameux oui mais. Fais ça. Oui mais non, fais ça. Tu vois, fais-le et tu vas voir le résultat, ça va te motiver. On passera à l'étape d'après. Pour être coaché, il faut être coachable, encore une fois. Exactement. Et effectivement, moi j'aime bien prendre les devants, je regarde beaucoup par moi-même, je m'informe et ainsi de suite. Ça n'empêche pas d'aller chercher ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qui a fait aussi l'objet de notre rencontre. Moi, je me débrouille bien en vente, j'ai toujours été bon vendeur en développement. Pourtant, je me forme plus que des personnes en dessous de moi qui en auraient bien besoin. Bah oui. Mais tu sais que c'est toujours comme ça. Moi, toute notre expérience, ceux qui réussissent le plus, c'est souvent ceux qui sont plutôt dans ton état d'esprit. Exactement. Et qui vont chercher, qui vont creuser. Alors même que, j'ai eu l'exemple il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui vient faire un coaching qui me dit, voilà, il paraît que vous êtes spécialiste de l'art du questionnement et de l'exclu. Je fais 100% d'exclus. Ouais. Je dis, alors pourquoi venir ? Je lui pose la question, pourquoi venir ? Il n'y a pas de raison, tu fais 100% d'exclus, pourquoi venir ? Elle me dit, oui, mais j'ai que 8 mandats. Et si j'augmente le volume, je ne suis pas sûr d'arriver à tenir mon 100%. Ouais. Tu vois l'état d'esprit de la personne. Ouais. Et ça, c'est très, très rare. C'est très rare et c'est ce qui fait les réussites des gens qui, comme toi, là, qui sont vraiment curieux, qui vont chercher et qui vont appliquer. Et justement, alors, par rapport à ça, par rapport à la mise en action, donc tu disais que tu écoutais beaucoup de podcasts, tu regardais beaucoup de choses à droite à gauche, dans plein, et je le sais parce qu'on en a parlé en off, mais dans plein de domaines différents, ce qui est très enrichissant aussi. Ok, pour toi, qu'est-ce qui te fait passer à l'action ? Parce que ça fait 8 ans aussi, il faut tenir dans la durée. C'est quoi pour toi ? Comment tu trouves cette constance d'appliquer derrière toute cette connaissance ? Ouais, ça c'est très compliqué comme question. Je pense que c'est pas des choses que je maîtrise parfaitement, mais souvent on parle de vision, mais bon, c'est un petit peu tordu parce que ça a été dit et redit et re-redit. Mais je pense que ça a à voir avec ça. Alors qu'est-ce qui pousse derrière ? Bon, moi ça reste quand même d'avoir une certaine liberté au sens large du terme. Donc après il y a le temps, il y a le côté financier, il y a pouvoir prendre de l'avance sur l'avenir. Pour ma famille, ainsi de suite, pouvoir je pense que j'ai un tempérament, je suis une force tranquille, mais à l'intérieur il y a quand même le feu, ça boue exactement. Je peux avoir un tempérament anxieux entre guillemets aussi, où je vais peut-être des fois un peu trop être dans le futur, et je fais beaucoup de travail pour essayer de rester dans le présent, mais du coup comme je me dis toujours, mais si un jour ça marche, moi j'ai peur de ne plus avoir l'énergie plus tard. Peut-être une de mes c'est une crainte et en même temps c'est un moteur. Donc en fait, comme j'ai peur de ne pas avoir l'énergie plus tard, j'y vais à fond maintenant, en trouvant quand même en dosant les choses pour pouvoir pas non plus me polluer au point de me dire je ne profite pas de ma vie actuelle, présent, ainsi de suite, tout pour l'avenir. Donc c'est un équilibre entre les objectifs long terme, l'énergie que tu veux garder au quotidien. Exactement. Et que tu veux garder dans le futur Profiter aussi. Quand même de l'instant présent, parce qu'après... c'est l'avantage de regarder beaucoup de choses au-delà, pas que des trucs sur l'immobilier. Moi, j'adore par exemple regarder les archives de l'INA ou d'autres. Il y en a d'autres comme ça, Neos ou je sais plus quoi. Je vois ce que tu veux dire sur YouTube là. Tu vois des gens qui viennent de. Tu peux voir un paysan avec ses vaches, un gars qui fait je sais pas quoi, qui a fait la maison de Blanche-Neige, tu vois, tout seul ou quoi. Souvent, c'est des gens un peu singuliers quand même. Bien sûr. Même un peu beaucoup, mais je trouve que c'est un métier où, dans le relationnel, que ce soit sur la vente ou sur le développement d'équipe, et ainsi de suite, il y a beaucoup de psychologie. Du coup, on en vient à l'empathie. Il faut quand même... je pense que la qualité d'arriver à comprendre les gens que tu as en face, arriver à les cerner et à finalement être assez ouvert et pouvoir t'adapter à ça, moi, tout ça, je l'apprends avec l'expérience quotidienne du fait de rencontrer des gens, mais aussi en regardant, en étant curieux, en apprenant plein de choses. C'est vrai que moi, je peux parler de plein de choses
politique. Tu vois, finalement... Je vais pas tacler les gens, je vais toujours essayer de comprendre ou quoi, je vais pas partir sur des a priori. J'en ai comme tout le monde sur certaines choses, j'ai certainement des choses que je n'accepterai pas. Mais quand même, dans l'absolu, je vais toujours avoir cette tendance, de par la curiosité, à essayer de comprendre avant toute chose. Et après, voire même à changer mon logiciel, en fait, s'il faut, si j'apprends quelque chose de. Donc tu dirais que finalement, le fait d'être curieux t'a ouvert une certaine tolérance et du coup te permet de mieux écouter les gens et d'être ouvert à chaque proposition. Et... Ça permet d'être ouvert. Et de mieux écouter. De mieux, voilà, c'est comme des capteurs qui sont complètement ouverts et comme ça j'arrive à attraper super et aussi à relâcher les choses qui sûr. ne sont plus adaptées, alignées avec ce que je suis à l'instant T, quoi. Ouais, super intéressant. Je voudrais pas faire de la psychologie de bas étage, mais quand je te demande ce qui te fait passer à l'action et durer comme ça, bon, tu m'as répondu un peu la liberté, tu m'as répondu un petit peu peut-être la famille, tout ça. Voilà. Ouais. Mais en fait, tu en es très vite revenu à ce que tu faisais. Et donc finalement, dans le fond, je me dis, mais en fait, sa motivation principale aujourd'hui, c'est pas tant les objectifs long terme, la vision, etc. C'est le plaisir que tu prends au quotidien. Parce que quand on t'entend, on sent vraiment plutôt, je trouve, quelqu'un d'animé dans le présent, justement. Oui, complètement. De toute façon, je suis assez actif. Si ça bouge pas, ça va me créer de la frustration. Enfin, bon, je suis pas quelqu'un de frustré, mais... je vais pas me sentir bien, je vais avoir l'impression de procrastiner. Et puis après, je me renferme vite comme une huître, quoi. Donc, passer à l'action, moi, c'est un moyen de me sentir bien dans ma tête, en fait, tout simplement. Il y en a, ils ont peur que ce soit inconfortable, ils ont peur de se confronter aux choses. Moi, c'est l'inverse. De pas me confronter aux choses, ça me crée... ça m'angoisse, en fait. Alors après, des fois, je suis comme tout le monde. Il y a des trucs que je me dis que je vais faire. Après, je me trouve pas d'excuses. Je me dis, bon, ça va, Romain, j'essaie d'être tolérant avec moi-même. Je dis, attends, tu fais suffisamment de choses. Après, il y a des choses à améliorer. Il y a des réglages à faire. Mais voilà. Mais c'est parce que je sais ce que j'ai envie. C'est un truc que j'ai dit souvent dans des interviews, dans des échanges. Je projette beaucoup sur l'avenir et j'arrive... pas à 100%, mais souvent, dans beaucoup de cas, à arriver à ce que j'avais en tête. Et un des meilleurs exemples que j'ai, je bafouille, c'est un truc que je partage souvent parce que j'en suis très fier personnellement. Mais en fait, quand j'avais 12 ans, mon artiste préféré, c'est un musicien anglais, c'est un peu l'équivalent du groupe R, je ne sais pas si vous connaissez ce groupe-là, c'est un groupe français. Et c'est l'équivalent anglais. Je suis fan de ce groupe-là depuis que j'ai 12 ans. Je vais avoir une vingtaine de vinyles d'eux. J'écoute ça tous les jours. Bref, c'est une dinguerie. Et je me souviens une fois, j'écoutais ça dans les couloirs au lycée et j'avais dit à un de mes amis, je lui avais fait écouter, j'ai dit, c'est moi qui ai fait la musique. J'avais mitonné. C'était déjà un bluffeur à l'époque. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là. Mais c'est parce qu'en fait, je crois que j'avais tellement envie de faire de la musique que je m'y suis mis. J'ai pris un ordinateur pourri, j'ai pris un logiciel pourri, j'ai commencé à faire des musiques. Je les faisais écouter à tout le monde alors que c'était pas terrible, quoi. Mais j'étais pas sûr de moi, mais je faisais quand même. Parce que j'ai jamais eu peur de la critique. D'accord. C'est pas agréable et du coup j'ai fait ça. C'est un bon parallèle avec l'immobilier, hein, je le dis pas pour rien tout ça. Ouais, je me doute. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la musique. De par mon métier dans l'audiovisuel, une fois, j'ai dû contacter cette personne pour utiliser une de ses musiques. Bon, j'avais orienté le truc, hein, quand même. Si jamais je peux rentrer en contact. Pour avoir la musique et tout pour une pub. Ok. Et puis, on est rentré en contact et j'ai placé que j'étais fan et tout, ainsi de suite. Et puis, à force d'insister, parce que quand j'ai une idée en tête, je ne lâche pas, il a commencé à me donner des cours en ligne. Incroyable. Il a commencé à me donner des cours en ligne. Et puis, on a fait de la musique. Puis après, on a sorti un vinyle, puis 2 vinyles. Puis leur groupe s'était séparé, en fait. Et à un moment donné, leur remontait. Moi, j'aimerais trop avoir un remix de vous. Ça serait ouf et tout. Ah non, mais on ne pourra pas le faire. Mon collaborateur ne voudra pas et tout, ainsi de suite. Puis j'ai insisté. J'ai fini par l'avoir, ce remix, en vinyle et ainsi de suite. Ah, c'est fou. Et l'année dernière, il m'a même invité chez lui en Irlande. Enfin, il m'avait dit plusieurs fois, viens en Irlande. Et avec le taf et tout, ainsi de suite, je ne prenais pas le temps. Et c'est ma compagne qui a dit, Romain, j'ai pris des billets d'avion. Et on Incroyable. y va, basta. Et on y est allé, on a été chez lui. Incroyable. Et en plus, je le vois depuis tant d'années, ce gars-là, c'est mon idole. Et là, j'étais chez lui, on a acheté de quoi faire un poulet au cidre, on a joué à Mario Kart.
Incroyable. On a picolé du vin et tout en Irlande. Et puis je dis à ma femme, Je suis quel là. moment, tout ce que j'ai fait pour en arriver là, je me disais, mais quand le jour où j'ai reçu le vinyle avec le nom, mon nom, le sien et tout, j'ai chialé. Ah ouais, non, mais tu peux être fier. Là. Bah, Incroyable. Ouais. Et ça, c'est la même énergie que j'ai dans l'immobilier. C'est de me dire, tiens, je veux faire ça. Là, j'ai un truc en tête, très fort, et je démords pas. Alors après, ça se passe pas toujours comme on veut. C'est un métier qui est pas tendre tout le temps, mais en même temps, bon, pas plus dur que d'autres métiers. Hein. Je suis pas dans une mine de cobalt. Exactement, c'est ce que je dis souvent. Ouais, ce que je dis souvent. Voilà, faut quand même. Je pense que les gens, ils regardent un petit peu trop leur nombril des fois. Ils sont là, c'est dur et tout, ainsi de suite. Attends, Il y a plus dur. tu vas toquer à des portes, tu rencontres des gens, tu gères ton temps, tu peux être rémunéré très bien si tu travailles bien, ou en tout cas être rémunéré normalement. Tu peux te développer de plein de façons. Tu peux te développer de plein de façons. C'est quand même super parce que c'est quand même un métier où c'est un peu au mérite, quoi. Nous, on aime bien aussi ça. Ouais. Quand vraiment tu vas bosser, ça fonctionne quasiment forcément. Tu ne peux pas partir en prospection le matin et te dire à un moment donné, si je fais 3 heures de prospection et du tap-tap, je reviens sans info, quoi. Ouais. C'est du quasi impossible. Tu auras toujours une petite mamie qui t'aura donné un petit truc, etc. Ou alors tu fais ça mal. Donc, ouais, voilà. Ou alors vraiment. Bon, déjà, il faut y aller peut-être. Déjà... Non, mais c'est ça, c'est ce que je disais. Mais bon, dans tous les cas, à un moment donné, si tu bosses, les résultats. c'est la méritocratie absolue. Ouais, l'immobilier, exactement. Et tout le monde peut le faire finalement, parce qu'aujourd'hui, on a des réseaux de mandataires où on n'est plus obligé d'avoir fait un BTS IMO ou avoir fait une école de commerce. On n'est pas obligé de forcément ouvrir une agence immobilière fixe avec une vitrine. On peut On va dire accéder, que tout le monde ne peut pas le faire, mais le ticket d'entrée est accessible à tous. Voilà, c'est ça, c'est exactement. Moi, c'est ça que Exactement. j'aimais bien au départ, c'était de se dire, je rentre, c'est facile. Ouais. Ne demande pas. Bon, après, il faut. Tu peux pas te dire, il y a pas de connaissances et tout à avoir, il y a pas de diplôme à avoir. S'il faut rentrer, il faut apprendre. Il faut apprendre, Ah ouais, bien c'est sûr. clair. Mais en tout cas, il n'y a pas de barrière. C'est pas comme si demain, si je veux faire cosmonaute, ça va être très compliqué. C'est peut-être pas impossible, je sais pas, mais je pense C'est que, plus difficile. Voilà, j'ai Ouais. peut-être pas les compétences ou l'intelligence pour être cosmonaute, mais en tout cas, là, nous c'est permis. Et après, effectivement, c'est à la méritocratie. Et si tu travailles, c'est un peu aussi des fois les contraintes qu'on peut avoir. Bon, c'est des raccourcis un petit peu bas de gamme, mais l'état d'esprit qu'on pourrait avoir aussi en France, où moi je trouve que des fois il y a, je suis pour les aides sociales, mais des fois je trouve que les gens sont de manière globale un petit peu trop assistés. Alors c'est bien, mais ça fait aussi défaut de temps en temps. Et je le vois même en réseau, d'être passé d'un réseau français à un réseau américain. Ouais, super, Je on en suis parlait, allé du me coup. frotter à un état d'esprit qui est complètement différent et qui est beaucoup plus stimulant pour moi. Voilà. Alors du coup, justement, explique-nous, parce qu'on s'en est arrêté finalement au moment où tu Au étais démarrage. au démarrage, donc à ce Ouais. salon de l'emploi où C'est tu ça. rencontres Century, Legat et IAD. Ouais. Donc finalement, tu rentres chez IAD. Je suis rentré chez IAD. Tu Combien de chez temps t'es IAD? resté du coup chez IAD? 7 ans, un peu plus Ah, de quand 7 même. ans. Ok, Ok. d'accord. Et donc, si tu peux nous résumer un peu tes années IAD. Donc là, tu as été un gros producteur aussi? Ouais, j'étais pas le meilleur, mais j'étais quand même dans les bons producteurs. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais un poste là-dessus. Il y a une année, j'avais fini 49e en vente sur 10 ou 11 000 conseillers. Quoi. Ok, Donc, j'ai pas jamais mal. fait de top 3 ou de trucs comme ça. Bon, je faisais des chiffres très corrects. Et Super. encore, on va dire que c'était d'autant plus correct par rapport au temps que Consacré. Ouais. consacré, par rapport à l'équilibre que j'avais trouvé au niveau familial. Parce que si j'avais voulu vraiment performer, je pense en poussant un peu les curseurs, en faisant quelques heures de plus, je faisais des... Tu as une petite famille, tu as combien d'enfants? J'ai qu'une petite fille. T'as qu'une petite fille. Voilà. Ok, super. Elle a quel âge? 6 ans, bientôt 7. Ok. Et elle s'appelle comment? Amy. Ok, magnifique. Ah, super. Ça, c'est le bonheur de la vie. Ouais, exactement. Sel de la vie. Ça pousse aussi, ça, le matin. Ah, ça quand tu regardes. J'ai des photos sur mon bureau, dans ma voiture, sur le porte-clés et tout, ainsi de suite. Et quand tu ouvres, t'as pas envie de faire un truc, tu regardes, tu fais, ouais, non, mais on s'en fout que j'ai envie ou pas envie. Allez, on y va. quoi. Exactement. c'est clair. Exactement. Ok. Donc, tu as eu ces années IAD et récemment, tu vas nous en parler parce que pour l'instant, sur ce podcast, on n'avait pas reçu de personnes de chez EXP. Ouais. Donc, on va te poser quelques questions. Tu vas nous faire un peu découvrir EXP. Donc Ouais. changement de réseau, Et, du coup. Changement de Ouais. réseau, du coup. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de rejoindre EXP et comment ça fonctionne pour ceux qui nous écoutent? Tu peux nous faire un bref. Ouais, présentation. complètement. Déjà, avant même de parler de XP, c'est vrai que les 7 années chez IAD, moi, j'ai passé un bon moment. Ça a été une belle expérience. Je suis ravi d'avoir démarré avec ce réseau parce que même s'il est il peut être décrié de temps en temps,
Moi, j'ai passé du bon temps, j'ai apprécié vraiment bon nombre de mes collègues, pas tous, hein, mais ça c'est partout pareil. C'est partout Exactement. pareil, l'humain c'est Mais l'humain. voilà. J'ai quand même aimé démarrer dans ce réseau qui est quand même voilà, qui a ouvert pas mal de portes Solide. en France. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, les choses ont un petit peu changé pour moi, le réseau a changé, ou alors j'ai changé. Voilà, je sais pas dire, c'est peut-être un petit peu des deux. Et tout simplement, au bout d'un moment, j'ai pas eu de... Bon, en vrai, dans les coulisses, évidemment, on a toujours des choses à reprocher, mais c'était pas tant l'objet, finalement, c'est que c'était plus fait pour moi. Il y avait des choses dans le modèle, pas qui ne vont pas, mais qui, moi, ne me correspondaient plus. J'ai voulu trouver un autre système, une autre manière de faire, une autre manière de travailler avec les gens. Et du coup, la réflexion, elle a commencé à démarrer exactement comme quand j'ai voulu arrêter l'audiovisuel, et puis je commençais à chercher... À demander un deviner peu autour de toi. où est-ce C'est que ça j'allais. Ouais, je regardais autour de moi, et puis je me demandais où est-ce que j'allais atterrir. Et forcément, en phase d'observation, déjà, comme j'ai toujours eu cette casquette quand même de développeur d'équipe, plutôt que de me contenter, on reparle de la curiosité comme tout à l'heure, plutôt que de me dire les autres sont nuls, on est les meilleurs, parce que bon, ça c'est assez présent dans les réseaux, on est les numéro 1, et puis ça leur suffit aux gens de dire ça. Bon, même si j'aimais beaucoup IAD, je suis une licorne. Oui, t'es pas une licorne, t'as pas un truc au milieu du front personnellement. Donc ça, j'aimais pas trop. Par contre, on en avait parlé une fois au téléphone de mimétisme comme ça, où tout le monde répète un petit peu, des fois bêtement les choses. Ça me convenait plus trop. Mais voilà, du coup, j'essayais de comprendre les autres réseaux, leur modèle. En philosophie. Philosophie, quels étaient les astérix, finalement, comment ça se passe pour le réglage, les équipes, carte T, pas carte T, marque, pas marque, commission, ainsi de suite. Et en fait, moi, j'essayais vraiment de chercher un truc en ne me fiant pas que à ma vision à court terme, mais à ma vision à court, moyen et long terme avec plusieurs éventualités. Et en fait, du coup, j'ai vraiment essayé de chercher le réseau qui pourrait me permettre de coller à la vision que j'avais. Et je regardais. Je dis, OK, il y a ça. Il y en avait qui ne me donnaient pas envie. Je dis, bon, c'est IAD, juste avec un changement de couleur. Ouais. Voilà, je vulgarise un petit peu. Mais c'est un peu comme ça que je le voyais. Je dis pas que c'est juste, mais c'est comme ça que je le voyais. Je dis, bon, ça, c'est IAD en orange, ça, c'est IAD en vert. IAD en bleu clair. On va faire toutes les couleurs. On peut faire toutes les couleurs. Il n'y a pas IAD en rouge encore. Ah si, il y en a un qui a démarré il y a quelques temps. Mais donc voilà, après j'ai regardé ça. Et à un moment donné, en fait, je suivais Arnaud Motreff, qui à ce moment-là était chez Century 21. Il avait fait numéro 1 chez Century 21 une année avec 1 million hors taxe d'honoraires sur l'année ou quoi. Je dis bon... beau bébé, ok, je vais suivre, je vais regarder parce que moi, de suivre les bons conseillers, c'est hyper inspirant. Bien sûr. J'ai regardé le podcast la dernière fois avec vous, avec Anan Chetouani, qui est une conseillère. Moi, je regarde ce qu'elle fait et tout, je dis, ça fait vibrer, quoi. Elle est incroyable. Il y a de la force là-dedans. Tout à fait. Tu regardes ça, tu dis, c'est bon, je vais sortir, je vais y aller. Et il y en a des heures rares comme ça. Moi, j'essaye de les suivre, qui en plus sont performants et humainement, où moi, ça colle. Ouais. Parce qu'il y a des performeurs, des fois, bon, ça colle pas. Ils pourraient faire 1 milliard, ça me ferait ni chaud ni froid, quoi. Moi, je pense qu'il y a des performeurs qui sont des fois, et c'est un peu normal, je pense que c'est un peu comme dans le sport de haut niveau, des fois pour performer, il faut être un peu égocentré. Il y a des gens qui ont besoin d'être plutôt comme ça. Et puis il y en a, c'est l'inverse. Ils vont performer justement en partageant. Moi, je suis plutôt de cette école-là. Mais j'ai coaché des gens très égocentrés. Ouais. Ça m'est arrivé. Et qui sont très tournés vers eux-mêmes. Et il n'y a qu'eux qui, entre guillemets, qui comptent. Et voilà. Je ne juge pas parce que je pense que chacun, dans nos expériences de vie, on a des besoins différents. Et voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a plusieurs types de... D'ailleurs, c'est vrai que les gens qu'on coach, nous, tu peux le voir sur un peu partout sur les réseaux, c'est plutôt des gens qui sont dans le partage. Et Anan, elle est comme ça. Nous, avec Anan, on l'a coaché et on a eu des discussions des fois à minuit, 1h du matin sur Instagram. Voilà, parce que c'est une vraie passionnée de son métier, au-delà de juste la performance pour la performance. Et puis quand tu cherches de l'inspiration et que tu as envie de te dire, tiens, non seulement j'ai envie de
de performer, mais j'ai envie en plus de... J'ai pas envie de me transformer en quelque chose qui me ressemblerait pas, de devenir une bizarrerie. Tu as envie de t'inspirer de personnes qui réussissent et qui, en plus, en réussissant, arrivent à garder... un alignement dans leurs valeurs. Du coup, de dire comment ils font, comment ils sont, comment ils se comportent. Et après, moi, j'observe, je regarde et je me dis, ouais, et puis ça m'inspire, en fait. Exactement. À côté de ça, il y a des trucs, tu regardes, tu fais, oh mon Dieu, ça donne pas du tout envie. Et voilà. Et du coup, sur le même principe, Arnaud que j'ai suivi. Lui, pour le coup, il est dans le partage parce qu'il fait pas mal de Arnaud, publications, pareil, etc. Je vois qu'il est... Je veux dire, par rapport à le statut qu'il a et ce qu'il fait ou quoi, tu discutes avec lui, c'est simple, quoi. Tu vois, c'est sa marque, d'ailleurs, Imo Pur, ça lui correspond bien, quoi. C'est Imo Pur. Voilà, il est... Et puis, c'est quelqu'un qui est dans l'action, quoi, tu vois. Ça, je pense que c'est le trait commun, par contre, de tous ceux qui réussissent. Hein. C'est clair. C'est clair. Mais tu vois, moi, je suis dans l'action, mais des fois, on en parle avec Arnaud. Moi, je vais réfléchir un tout petit peu plus, des fois, j'aime bien poser les choses. Et puis, comme j'ai ce côté esthétique que j'aime bien avoir, forcément, ça me demande du temps. Ça prend plus de temps. Alors, je fais attention à ce que ça ne devienne pas un défaut, mais c'est quelque chose... Non, mais dans le comment, ça peut être différent. Mais par contre, dans l'action, c'est toujours dans l'action. Exactement, Après, on peut agir différemment. C'est vrai que peut-être ton côté aussi un peu artiste aussi. J'accélère un peu sur le côté EXP, mais c'est vrai que tu as installé un personal branding un peu fort. Tu fais des choses au niveau visuel pour tes équipes ou pour toi-même qui sont assez marquées, assez tranchées. Et du coup, je pense que peut-être ce virage chez EXP, ça t'a aussi permis ça, une expression personnelle peut-être plus grande. Ça m'a vraiment ouvert ça m'a libéré en fait de tout un tas de trucs et je dis maintenant je suis en roue libre, quoi. Et en fait c'est venu assez vite parce que comme je suivais Arnaud, le jour où je l'ai vu, il a annoncé qu'il quittait Century 21, je dis ça va où un machin comme ça là quand ça bouge, c'est quoi le mouvement, quoi. Et je vois EXP, je fais EXP, c'est quoi ça, ce truc là, je connais pas. Et parce que c'était les débuts aussi, il faut le dire. C'était les débuts et puis moi je regardais pas ce qui se passait outre-Atlantique. C'est vrai que dans mon ancien réseau, on me disait on va tout révolutionner aux États-Unis ou quoi, bien amorcer le truc ou quoi. Et du coup, j'ai regardé le réseau, j'ai fait c'est hyper intéressant leur système et ainsi de suite. J'ai dit c'est l'occasion de me mettre avec quelqu'un, super collaborateur, qui est dans l'action et ainsi de suite, qui est exemplaire. Travailler avec Arnaud, le bon réseau. En plus, il y avait le directeur général de XP, Samuel Co, qui est très très bien. Qu'on a rencontré, super, très sympa, très sympathique. Franchement, très ouvert. C'est d'avoir des gars comme ça qui pilotent, c'est hyper agréable. Et puis voilà, il est humble, totalement, smart. C'est quelqu'un qui gère bien les choses, quoi. Donc voilà, bascule chez UXP et puis effectivement, là c'est vraiment tu fais ta marque, tu fais ton truc, il te donne tes sous, tu gères et puis j'ai trouvé ça bien stimulant de travailler avec des Américains. Alors il y a des trucs, des fois ça nous bouscule un petit peu parce que nous on a un état d'esprit latin et eux c'est anglo-saxon, même si moi j'aime. Comme quoi par exemple? Est-ce que tu aurais un exemple de quelque chose de frappant? On va dire que c'est même sur je ne serais pas expliqué sur les réunions, sur certains outils même. Eux, ils vont... Le côté technologie un petit peu de XP le côté technologie aussi de XP. Alors autant il y a des trucs, c'est vraiment le futur. Pour, le métaverse par exemple. Le métaverse, j'y étais pas allé pour ça en plus, mais c'est vrai qu'après quand on est dedans, on se dit c'est un outil. Ouais, tu m'as montré, tu vois, on fait des réunions quand ils arrêtent de réunir 1200 personnes dans une salle virtuelle. Et c'est pas juste un Google Meet où tu vois que 6 personnes sur les 1100. C'est quand même les réunions hebdomadaires, les formations, ainsi de suite. Après, ça n'empêche pas le présentiel. Tout le monde fait tous du présentiel à côté. Mais voilà, ce genre de choses. Mais en même temps, des fois, ils sont un petit peu à la dure. C'est-à-dire que dans d'autres réseaux, tout va être fait pour toi, tous les petits trucs. Là, ils vont dire non, là, il faut que tu fasses un peu aussi. Nous, il y en a, c'est vrai qu'on fait notre marque. Il y en a qui disent oui, il nous faudrait des trucs pour faire notre marque, pour faire notre truc. Non, en fait, tu fais ta marque, tu prends un graphiste ou tu fais toi-même. Donc, ça, c'est aussi le côté qui t'a plu chez UXP, c'est du coup de pouvoir t'exprimer de manière un petit peu plus libre aussi. Oui, parce que c'est vrai que même si dans les autres réseaux, il y a cette notion de partage, et moi, je suis pour. J'aime bien travailler en bonne intelligence avec des collaborateurs de secteur, mais j'aime pas que ce soit le cirque. Travailler avec n'importe qui, n'importe comment, avec des gens qui font pas du tout le taf.
Et c'est vrai que je trouvais que d'être fondu dans une seule marque, tout le monde avec la même communication ou quoi, en fait, t'es fondu dans la masse. Et puis alors, là, on parlait de la vache violette. Quand tu es dans un champ où tout le monde là fait la même chose, où ils sont tous de la même couleur, ça devient un petit peu plus compliqué. Et du coup, là, j'aimais bien de me dire qu'une marque forte, même au sein de XP, même si demain, il y a des gens sur un secteur qui débarquent et qui ne sont pas à la hauteur, on en revient aussi à la méritocratie. C'est celui qui a fait la meilleure marque, le meilleur truc, le meilleur machin, et ainsi de suite. Et ça remet les choses en place, je trouve. Ok. Les Américains fonctionnent beaucoup à la méritocratie. Ouais, c'est sûr. Mais c'est bien aussi. C'est une mentalité aussi parfois différente. Ouais. Du coup, donc, tu as développé une équipe au sein de EXP ? Alors, j'ai les deux. C'est vrai que c'est une notion qui n'est pas forcément évidente vue de l'extérieur parce qu'on est habitué au réseau traditionnel en France où dès qu'on a des personnes, c'est l'équipe. Nous, en fait, on a un système de cooptation et on a un système d'équipe. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, on peut créer une organisation, mais on ne va pas forcément les manager. D'accord. Et après, on peut avoir en plus de son organisation des gens qui rentrent dans la team. Et là, ça peut être une marque, ça peut être un branding, ça peut être... D'où le Phoenix Club. D'où le Phoenix Il faut Club. que tu nous expliques pour qu'il n'y ait pas de confusion. Club, donc, il y a la marque EXP à laquelle tu es affilié et Ouais. à laquelle sont affiliés. Évidemment, tout est coopté, puisque c'est comme ça qu'on les appelle chez EXP. Exactement. Et toi, tu as créé une marque qui s'appelle le Phoenix Club. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ? Et alors, le temps tourne, mais on va essayer de lister un petit peu tout ce que tu fais parce que c'était vraiment assez incroyable dans l'implication que tu y mets. Ouais. Alors, c'est pas vraiment une marque, c'est plutôt un club privé parce que je l'utilise pas comme marque. D'ailleurs, bien joué, bien joué. Ça, c'est pas mal. Même on voit le sens du détail. Ouais, c'est bien joué. Et du coup, en fait, c'est pas une marque parce que je vais pas chez les clients, j'ai pas des pochettes, des cartes de visite Phoenix Club. Sûr. C'est un club privé en interne. Et en fait, pour l'instant, j'ai pas encore créé ma marque pour mon entreprise locale, vraiment comme une agence. Comme Arnaud, lui, c'est Immopur à Thonon-les-Bains. C'est une marque immobilière avec un branding ou quoi. Je voulais quand même apporter, sans forcément avoir tout le monde dans un système de team, de me dire quand les gens vont rentrer dans mon organisation, niveau 1, niveau 2, peu importe le niveau, tant qu'ils sont dans mon arborescence, de pouvoir avoir une valeur ajoutée, de se dire tiens, je veux créer des formations, un espace, un lieu. Espace, pour quand les gens y rentrent, ils disent tiens, on a EXP et on a cette extension EXP pour avoir tout ce que va apporter le Phoenix Club, quoi. Donc en fait, j'aime bien. Moi, j'adore Harry Potter. J'en parle souvent. Mais c'est un peu comme si EXP, c'était Poudlard, l'école Poudlard. Et le Phoenix Club, c'était comme si c'était Gryffondor ou Poufsouffle ou quoi. Bon, J'allais te le dire en plus tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est Harry Potter. Voilà. Moi, ma fille est en plein dedans dans Harry Potter en ce moment. Dans les bouquins aussi. Donc, Donc moi, j'ai vraiment poussé elle a le truc. 10 ans, Les gens, tu quand vois. ils arrivent, ils reçoivent une lettre par la poste, comme s'ils arrivaient à Poudlard. Bienvenue au Phoenix Club. Il y a Trop un bien. logo, il y a un tampon. Ouais, la classe. Ils Ouais, reçoivent tu vas vraiment jusqu'au D'ailleurs, bout. vous avez ça pour vous. Ce sera pour les enfants, mais des petits stickers Phoenix Ah, Club. bah, ils ont génial. ramené. Ah, Ils reçoivent bah, ça dans super. leur enveloppe. Ils reçoivent d'autres choses. Top. Non, Romain, il voilà. est vraiment allé loin dans le Vous les mettez ouais, sur vos branding. frigos, poussé. sur vos téléphones portables, où les Super. enfants, ils les mettront Ah bah, où ils veulent, super. sur un poteau dans la rue. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques points ce que les membres du Phoenix Club retrouvent à l'intérieur ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. Et il y a beaucoup de choses aussi pour faciliter notamment l'accès au savoir, à la formation. C'est ça. Alors, moi, ce que j'ai mis en place, alors, il y a beaucoup de choses et en même temps, non plus, c'est pas une usine Oui, à gaz. c'est pour ça que je disais ça, parce que tu as essayé de justement beaucoup simplifier pour que Ouais. le savoir ne devienne pas un frein à l'action, justement. C'est ça, exactement. Alors, en fait, ils ont accès ils ont un onboarding un peu particulier, déjà, pour fédérer, avoir un sentiment d'appartenance, faire comme partie d'une équipe sportive, pour pouvoir s'aider les uns les autres et éviter qu'il y ait de l'isolement. Une plateforme en e-learning, voilà, que j'améliore en permanence. Il y a des trucs que je retire, des trucs que je rajoute, et pour que ça se construise en parallèle. Et puis après, j'anime des formations. J'anime des formations de manière globale. Hier, je leur ai fait un atelier de 2 heures sur l'exclusivité. Parce que je me débrouille bien là-dessus. Ça fait 4 ans que je fais 100% d'exclus. Je leur fais des formations. C'est pour se dire, tiens, quand ils vont rentrer, ils vont avoir du plus. Et s'ils font rentrer aussi des personnes, des fois, ils n'ont pas forcément le temps eux-mêmes d'accompagner tout le monde. Le Phoenix Club, il est là pour
prendre un peu la main pour tout le monde, pour soulager, pour qu'ils puissent rester concentrés sur leur prod. Parce que c'est la difficulté des réseaux de certains réseaux de mandataires, c'est que finalement, les gens du monde, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les outils pour accompagner, ils comptent que sur le réseau. Moi, je voulais créer un truc en plus. Disons que c'est en plus plusieurs métiers. C'est-à-dire que quand on est conseiller IMO, on s'occupe de son marketing, on doit s'occuper de sa production de sa propre formation, on doit s'occuper de sa production, on doit s'occuper, si on veut recruter, du recrutement, on doit s'occuper de l'intégration des personnes dans son organisation. Et finalement, c'est plusieurs métiers dont il faut maîtriser tous les codes, quoi. C'est ça. Donc en fait, après, c'est... Alors là, on est aux prémices, parce que de ce que j'en fais aujourd'hui, je suis il y a déjà pas mal de choses, mais je suis à 5% de ce que j'ai en tête. Et puis après, ça va évoluer petit à petit, ça va monter en puissance. Comme j'avais expliqué, c'est comme si le Phoenix Club, aujourd'hui, c'était une voiture qui est en usinage. Moi, me permet, je l'avais raconté ça en plus, ça permet aux gens d'aller d'un point A à un point B. Mais la voiture, moi, le but, c'est de la faire monter de gamme. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, c'est pas une Fiat Punto non plus. C'est ça j'essaie de rester assez humble dans ce que je dis, mais c'est une voiture, c'est une voiture qui roule bien, mais après, c'est de dire, et quand les gens vont embarquer avec moi dans le Phoenix Club, en plus avec EXP, le but, c'est qu'ils rentrent dans un véhicule confortable, solide et qui avance. Super. Après, je pense que justement, le but du Phoenix Club aussi, c'est vrai que toi, tu es à l'initiative. Après, c'est aussi aux gens de se l'approprier, de mettre d'eux-mêmes à l'intérieur. Parce que finalement, toute initiative prend vraiment son sens quand les gens s'approprient et s'impliquent. Le véhicule, justement. Ouais. Comme dans une équipe sportive, c'est pareil. On a toujours le coach qui pose le projet. Et puis, si l'équipe ne prend pas aussi le relais, c'est moins enthousiasmant. Donc, je sais que là-dessus aussi, tu fais pas mal de choses pour que les gens se sentent aussi bien et se sentent soutenus dans l'organisation. Ouais, j'essaye d'animer au maximum, d'être toujours force de proposition. Alors après, comme c'est dans des systèmes où... pas un contrat que j'ai avec eux, donc forcément, c'est que à leur bon vouloir. C'est toujours la difficulté qu'on peut avoir en tant que mandataire ou quand on veut être leader. C'est finalement aussi l'investissement qu'ont avoir les personnes. Bien sûr. Il y en a, ça leur parle, il y en a, ça leur passe au-dessus de la tête. Il y en a, ils sont complètement... En fait, il y en a, ils nourrissent pas assez leurs besoins d'ordre. En fait, ils sont complètement dispatchés. J'ai un agenda commun, par exemple, où il y a les formations, il y a les liens Google, ils ont l'agenda, ils ont tout, quoi. Ça ne les empêche pas toutes les semaines de me demander à chaque fois où est le lien, de mettre là à l'heure. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui demandent. Et ça, c'est vrai que c'est le... On va dire que là, on a eu 1 an et demi, 2 ans de crise, pas facile. Il y a eu des changements de réseau, donc on va dire que j'ai une sorte de tolérance à ce que les gens s'adaptent. Mais c'est vrai que de temps en temps, pour pas m'en cacher, ça peut être le genre de choses qui m'agace parce que je me dis, on peut leur donner tout, mais si derrière ils n'ont pas vraiment envie, on peut faire tout ce qu'on veut. Ah non, mais moi, je comprends totalement ça. Et ça peut être frustrant des fois. Alors maintenant, j'essaie de travailler sur moi pour me dire, j'en fais plus une frustration. Moi, je leur propose un truc. Je me dis, je les emmène à l'abreuvoir, mais s'ils boivent pas... Oh là, j'étais sûre que tu allais la sortir, celle-là. Lui, Julien, il la sort très souvent d'un ami. C'est vraiment important parce que... c'est exactement ça. C'est un métier qui est déjà assez exigeant quand on doit gérer sa production personnelle, son développement. C'est déjà beaucoup de boulot. Ouais. Mais si en plus on doit assumer les autres et tirer tout le monde avec soi, on n'est pas là pour tirer. Hein. On peut aider, mais on n'est pas là pour tirer les autres vers le haut. Au contraire, par contre, on peut se mettre ensemble, se mettre sur la même ligne et avancer ensemble. Et c'est là où c'est intéressant. Moi, le but, c'est de faire quelque chose que, sans prétention, je pense, très peu feront. Bon, la majorité ne feront pas, plutôt, et de capitaliser sur ce travail-là. Parce que quand ils vont coopter des nouvelles personnes, les gens vont recevoir une lettre avec ça, des photos, des machins, la lettre, l'onboarding, les formations et tout ainsi de suite. C'est tout le travail que je fais en amont qu'ils n'auront pas à faire plus tard. Et que dans d'autres orgas ou dans d'autres équipes, ils ne feront pas non plus pour certains. Il y a des très bonnes équipes, il y en a qui font bien sûr, qui sont même bien sûr, tout à fait. Énormes. Mais voilà, moi, c'est ce que j'essaie de mettre en place. C'est pas ce que j'essaie, c'est ce qui se met en place... ce que tu as mis en place. Mais alors, combien vous êtes à peu près pour savoir dans cette team ? J'ai 70 personnes. Waouh, on n'a pas dit tout ça depuis tout à l'heure. Entre 5 et 10 personnes dans les tuyaux là, qui arrivent. Super. Et des très très bons agents en France. Il y en a des
bons qui arrivent. Après, c'est vrai que Bravo. la transition, là, ça a été en 1 an et demi en plus. Bah oui, c'est pour ça, en 1 an et demi, c'est pas mal. c'est Oui, c'est ce qu'il faut bien préciser. Ça a été sport parce qu'en période de crise, les changements de réseau, c'était un petit peu tendu de tous les côtés. Donc forcément, les tensions, faut les absorber. Bien sûr. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me dis, le temps que tout ça se mette en place, si les gens... Il y aura un temps d'adhésion, de comprendre, mais ça se fait. Il y en a qui ont très très bien compris. D'ailleurs, ceux qui ont compris, qui ont capitalisé là-dessus, c'est ceux qui ils vont beaucoup plus vite en fait. Bien sûr. Sur la cooptation, ainsi de suite, parce qu'ils utilisent ce que je fais. Il y en a, ils se sont dit, oh, j'ai pas besoin de ça et tout, ainsi de suite, je veux faire mon truc. Le truc, je l'attends toujours. Il n'y a rien qui est fait. Donc voilà, moi j'essaye de prendre les devants en fait pour les soulager parce que c'est énormément de travail. Ouais. Ça, c'est J'ai sûr. l'énergie de le faire ce travail-là. Et alors justement, j'ai te demandé quel est ton secret en 1 an et demi, 70 personnes dans ta team, toujours producteur du coup? Oui, moins qu'avant. Un peu moins. Ouais. C'est quoi ton secret? Comment tu tiens? Est-ce que tu as une superwoman à la maison aussi qui t'aide? Il bosse beaucoup, moi je le sais le secret. Il bosse beaucoup. Raconte-nous. Je bosse beaucoup. Tu ne dors pas? Tu es comme nous? Non, franchement, en plus, j'arrive à être assez efficient sur mes tâches. D'accord. J'ai ma compagne qui me soutient énormément aussi à la maison, c'est important. Non, après, voilà, je n'ai pas de secret particulier. Les gens, c'est pas forcément des gens que je suis allé chercher, c'est beaucoup de gens qui sont venus à moi. C'est pas moi qui les ai tous cooptés aussi, c'est le travail des gens qui sont avec moi. J'ai quelqu'un dans mon orga, Grégory Jordan, qui est à La Réunion. Il en a plus de la moitié, hein, je pense. Donc finalement, c'est un travail d'équipe. groupe. Bien sûr. C'est un travail de groupe. Il y a le fait de travailler avec Arnaud, hein, forcément, quand je dis à des gens, non seulement vous rentrez avec moi ou des personnes qui sont avec moi, qui a le Phoenix Club derrière, qui a EXP, qui a Arnaud Motref et ainsi de suite. Les gens ils se disent ouais, on a Arnaud Motref dans l'équation, Romain qui est là, EXP, le Phoenix Club et tout, ça commence à faire un bon petit package quoi. Donc voilà, c'est ça le secret. Super. Super. Bravo, super. bravo à toi. Pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil à donner en 2025 aux conseillers immobiliers qui nous écoutent? Ça serait quoi? Je le dirais bien, mais ça va être censuré, ça, sur YouTube. Aïe. Non, vas-y. Allez, vas-y, ça a un rapport balance. avec les doigts, ça a un rapport avec les fesses. Elle est pas mal, celle-là. Ouais, Je crois que c'est bon, on a compris l'idée. Non, Ouais. en vrai, je peux donner que ce que je fais moi-même. Moi, je suis persuadé que de bien s'entourer, c'est extrêmement important. Aussi fort qu'on puisse être. Et je suis très content d'avoir Arnaud dans mes collaborateurs et des gens comme Samuel, le réseau EXP, un réseau solide, de se former. Alors, pas de la formation en veux-tu, en voilà, on va se former pour se former. Qualitative. Voilà, de bien sélectionner. D'ailleurs, on aura sûrement l'occasion. c'est sûr qu'on va. Moi, en tout cas, la formation, je vais en faire une avec vous et je vais ramener tous ceux de mon équipe qui voudront bien prendre l'initiative de cette formation parce que je suis persuadé. Quand je vois ce qu'ils ont fait, j'ai eu les retours. Je me dis là, celle-ci, elle est à faire parce que des formations, on a beaucoup sur le marché. J'en ai fait beaucoup, mais voilà, je pense que c'est vraiment important. Je vois des bons conseillers aussi finalement qui disent moi j'ai pas besoin et tout ainsi de suite. Souvent d'ailleurs c'est un rapport à l'argent tout ça. Parce qu'ils auraient les sous. Bon il y a Bien sûr. On a des cagnottes ainsi de suite, AGFIS, CPF et tout ça. Mais voilà de se former. Moi là par exemple sur le dernier trimestre 2024 et je dis pas ça pour mais j'ai sorti 10 000 € pour me former. Alors peut-être j'ai pris une formation avec entrepreneur.com. Non, t'en as qui t'apportent, il y en a d'autres qui t'apportent pas peut-être dans le lot, mais dans tous les cas, c'est que du plus. Inspire, je fais aussi des coachings en individuel avec Denis Beauville, qui est le coach d'Arnaud, qui a quand même coaché des... J'en ai entendu parler hier. C'est... Tu vois comme quoi. Et moi, là, justement, je dis, l'année, elle est difficile, tant sur la prod que sur les gens qui rentrent avec moi ou quoi. Bon, même si ça tourne bien quand même, mais par rapport au... bref, comme tout le monde, c'est sûr. Plutôt que de me dire c'est bien, c'est de l'argent de poche ou quoi et c'est bon, je me suis dit non je vais me blinder parce que là c'est important. S'il faut aller à la guerre, faut être blindé comme un char d'assaut quoi. Voilà. J'ai fait pareil pendant le Covid. Il y en a ils se sont dit je suis bloqué chez moi, je fais rien, j'attends que ça se passe.
j'ouvrirai les volets quand il n'y aura plus le virus. Moi, je me souviens, je me suis acheté 2-3 formations. Et ouais, c'est le moment. Visite virtuelle, machin, truc, réseaux sociaux, ainsi de suite. J'ai pas arrêté pendant le Covid. Je suis sorti de là. Exactement. Deux mots du coup pour 2025. Bougez-vous et formez-vous. Bougez-vous et formez-vous. Ouais, ok, super. Et entourez-vous. Et entourez-vous, les relations Exactement. très importantes. Ouais. Exactement. Bon, Romain, franchement, merci beaucoup pour toute la valeur que tu as apportée dans cet très beau épisode. parcours, vraiment. Ouais, félicitations encore pour ce que tu fais et sur le comment tu le fais et l'énergie que tu mets. Merci. Franchement, c'est vraiment chouette. Et nous, on va continuer. Je vous invite tous à suivre Romain. Je vous mettrai ses liens en description. Voilà. Merci beaucoup, Romain, encore une fois. Merci à tous les deux. Et puis, à très bientôt. Salut tout le monde. Très vite. À bientôt. Bye.